Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, un débrief sur l'actualité locale et on parlera d'amour et de beauté, peut-être un petit peu de gloire aussi au passage, pourquoi pas. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 14 février 2022 et le calme relatif que nous connaissons depuis quelques semaines est peut-être en passe de se terminer. Les organisations syndicales annoncent passer à la vitesse supérieure à compter de demain. On fait le point. Rappeler demain, tout travail, tout peuple Guadeloupe, parce qu'il faut comprendre que depuis tant que nous arrivons là, nous pouvons jamais ouvrir la négociation. Et donc, nous avons estimé qu'il faut nous passer en vitesse supérieure. Nous avons créé tout travail en grande mobilisation. Des rendez-vous à Bastia, nous avons continué l'été, puisque nous savons très bien qu'il y a des travailleurs qui suspendent, des travailleurs qui jouent là à ni salaire. Nous ni grève dans notre commune, ni grève dans les communes, ni grève dans le commerce, ni grève dans les médico-sociaux. Donc, tout partout, nous piqué. C'est bien parce que nous avons revendiqué. Nous savons aussi qu'ils veulent imposer l'obligation vaccinale et le pass vaccinal, mais nous aussi travaillons, nous avons tout ça nous a gagné, tout ça nous tenir, et donc nous ne pouvons pas rester gardés. C'est pour ça que nous avons demandé de travailler du bout et fort du bout, et demain nous avons dit bim pas pour demain, de façon à ce que nous ayons racheté la négociation pour justement les politiques Guadeloupe négocier avec collectif des organisations en lutte. Vous comprenez qu'après 4 mois sans salaire, pour des gens qui ont touché 2 000, 3 000 euros par mois, sans rien, les banquiers ont joué à Coca-Cola, parce qu'ils ont joué à Coca-Cola, ils comprendre que ça n'a pas frigide qui n'habite là. Donc là, on les gens qui font ça après volonté, qui après bon cœur même, puisque vous savez que piquer là, ça va permettre au moins de 10 repas par jour, de rentrer à casa avec des couches, avec des petits bébés, avec du riz, avec lentilles, avec l'huile, avec papier hygiénique. Tous ces dons-là, ça, sans compter zéro, on va bon matériel, on paquet de route, nous. Ça aussi, on peut rentrer ici chaque jour, ils vont cabas, qui permettent encore une fois, non seulement des petites économies qui sont là, au moins payer sans ça et puis venir si piquer là, mais petites économies qui sont là, payer le loyer qui en France, payer peut-être le loyer, payer le courant, et il faut en sorte que bon. Nous ne pouvons pas rentrer dans la mendicité. Nous ne voulons pas la précarité, même si nous précarité économique, financière, nous ne voulons pas la précarité mentale, la dislocation mentale. Et c'est pour ça que c'est dans un sens, non seulement financier, mais également en termes de matériel, d'équipement, mais également en termes de réalimentaire ou de produits de première nécessité. Et on se rend maintenant sur la plage de la Datcha, lieu des conflits en tout genre et un casse-tête pour la municipalité. Après la problématique des restaurants situés sur la zone des 50 pas géométriques, c'est au tour du stationnement des bateaux de soulever la colère. Régulièrement harcelés par les propriétaires d'embarcations, les nageurs ont alerté le maire de la ville. Ce dernier entend régulariser le mouillage et lui donner une dimension intercommunale. Il est aussi pressé de chasser les occupants illégaux de la plage. Le reportage. Ici en Guadeloupe, on nous dit qu'il faut attendre ci, il faut attendre ça, etc. C'est une compétence de la mairie, mais aussi une compétence de l'État. Le problème, c'est qu'il y a un mouillage illégal où des bateaux de plaisance se sont, ont mouillé sous le passage, sous un lieu, sous la plage où les gens sont appelés, où les baigneurs sont appelés à se baigner, et ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est même illégal. On a vraiment cet objectif, déjà, de racheter le parking de M. Vion. Mais en gros, on est en pleine négociation. C'est une somme faramineuse pour les impôts des Gozériens. Donc, on est en train de voir sur quel point on pourrait trouver des accords avec lui. C'est un combat de tous les jours, mais on va y arriver, je l'espère. Le deuxième point, c'est les 4 voleurs, les 4 restaurants clandestins qui profitent du territoire de l'État et du Gosier. Que nous sommes en procédure judiciaire et j'espère que très vite, on va détruire ces restaurants qui pénalisent la commune du Gosier. Et puis le dernier point, c'est bien sûr le mouillage organisé qui n'a pas été fait par l'ancienne mandature qui était là depuis 30 ans. Et donc, avec Madame Montou, qui est déléguée pour ça, elle va reprendre les AOT de ce mouillage
puisqu'on avait déjà donné à une élue et elle n'a pas fait. Donc Madame Montou prend avec moi-même ce combat à bras le corps. Et donc mardi, elle a rendez-vous avec les 2 autres maires de Sainte-Anne et Saint-François pour faire en sorte que la Carle puisse porter le mouillage intercommunautaire Gauzé-Sainte-Anne-Saint-François. Donc on travaille dessus et vendredi, avec les représentants des associations, notamment de Los Canos, on va aller en préfecture pour leur dire le calendrier pour pouvoir mettre les choses en place et bien sûr le financement qui va en face. Il prend le train en marche depuis 2014 avec l'ancienne municipalité, avec le sous-préfet, l'ADA, le directeur des affaires maritimes. On s'était rencontrés. Il y a toute une étude qui avait été faite et entre-temps, rien n'a bougé. Au contraire, on voit des bateaux qui commencent à venir de plus en plus nombreux mouiller dans cette baie. Donc, il nous a promis une première rencontre vendredi avec le sous-préfet, mais nous attendons la réaction du sous-préfet. Et suite à cette rencontre avec le sous-préfet, nous saurons quoi faire. Un reportage signé Vianney Valverde. Et la qualité de l'air va légèrement se dégrader ces prochains jours. La photoparticule fine qui viennent chatouiller nos narines chaque année à cette période. On fait le point avec Céline Garbin, chargée d'études à Guader. Actuellement, Guader prévoit une légère dégradation de la qualité de l'air liée aux particules fines. Effectivement, nous allons rencontrer un léger épisode brumeux qui est prévu pour la journée de mardi à mercredi. Donc, actuellement, les prévisions, on peut voir une qualité de l'air qui serait moyenne et nous surveillons actuellement les concentrations liées aux particules fines PM10 et PM2,5 par rapport à leur évolution sur 24 heures. Si je vous parle des particules fines, des épisodes de brume de sable, il faut savoir que ces brumes de sable, on les rencontre habituellement de mars à octobre. Donc ces épisodes, ils peuvent varier, leur intensité peut varier. Donc on a pu le voir en 2020, on avait un épisode qui était quand même hors norme, mais avec des concentrations qui étaient vraiment élevées. Cette année, donc, on commence avec un épisode en février, ce qui ne change pas des années précédentes où, par exemple, on a pu voir en 2020 les premiers épisodes qui entraînent les dépassements de seuil le 1er février. En 2016, c'était le 31 janvier. Et ça peut varier, comme je disais, donc en 2019, 2018, on a eu des épisodes qui étaient plus tardifs, donc en mois d'avril et au mois de juin. Voilà, donc c'est vrai que ça varie d'une année à l'autre et l'intensité également varie d'une année à l'autre. Une interview d'Olivier Félix. Et la caisse des écoles de Morne-à-l'Eau, enfin le centre communal d'action sociale précisément de Morne-à-l'Eau, a été cambriolé dans la nuit de vendredi à samedi. Les bureaux ont été saccagés, le matériel informatique cassé. Le coffre-fort contenant plusieurs milliers d'euros, lui, a été dérobé par les visiteurs. Donc la restauration scolaire ne sera pas assurée jusqu'à mercredi. Retour à la normale prévu jeudi. Et on part pour un court entretien avec Michel Geoffroy, le nouveau président de l'Université des Antilles. Grande satisfaction, une reconnaissance du travail accompli pendant la précédente mandature. Et effectivement, ce sera une continuité dans le travail et la restructuration de l'Université des Antilles. Les objectifs sont toujours ceux de l'excellence, donc porter l'université vers le haut, hisser l'Université des Antilles à la place qu'elle mérite d'occuper. Et pour cela, c'est encore une fois le travail, mais aussi le dialogue avec les étudiants, le dialogue avec les personnels. On souhaite une université ouverte sur le monde. Donc on souhaite développer dans un premier temps les relations internationales qui fonctionnent déjà bien, mais qui peuvent encore mieux faire. Et donc on souhaite nous ouvrir sur la Grande Caraïbe, sur les Amériques, mais aussi sur le monde entier. Il sera question d'intensifier les échanges avec l'extérieur, donc d'inviter et d'accueillir le monde à l'université à travers la venue de plus d'étudiants étrangers, plus de personnel, d'enseignants-chercheurs étrangers, mais également de parcourir ce monde, c'est-à-dire de permettre à nos étudiants et à nos personnels de participer à des échanges internationaux. Longtemps reléguées au second rang, les filières professionnelles deviennent de plus en plus attractives. Et pour augmenter leur visibilité, le rectorat organise la semaine des lycées professionnels. Offre de formation, diplômes, métiers, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour prendre une bonne décision pour votre futur métier. On se rend au lycée Berthème Juminaire à La Manta. Déjà depuis 2018, la transformation de la voie professionnelle a fait évoluer les méthodes pédagogiques en travaillant plus sur
des projets sur des familles de métiers, sur de la co-intervention, c'est-à-dire vraiment donner aussi du sens aux apprentissages des jeunes et qu'ils voient l'excellence même de la réalisation qu'ils vont pouvoir produire. Les filières professionnelles jouissaient d'une espèce de refus des élèves, etc. Il y avait une image un peu négative sur les sections professionnelles. C'est pour ça que cette semaine de lycée professionnel est organisée, justement pour revaloriser toutes ces sections. Et c'est bien que la rectrice ait choisi notre établissement pour mettre en valeur notamment les sections du bâtiment que nous faisons ici. Donc vraiment notre objectif, c'est de montrer l'intérêt de ces filières pour les jeunes, de rappeler aussi l'importance de ces métiers sur le territoire, les débouchés que cela rouvre évidemment en tant que salarié, mais aussi ensuite en tant que chef d'entreprise. Et on enchaîne avec l'inauguration du stade de Trois-Rivières, qui était dans un bel état de délabrement, Et ce dernier porte le nom d'Eugène-Henri Vandal, un hommage rendu par la municipalité. Trois-Rivières retrouve un stade. Il est temps pour nous de faire en sorte à ce qu'il puisse vivre, retrouver ces enjeux d'antan et permettre à ce que toute une population puisse revivre à travers ce stade. Quand nous avons vu l'état de ce terrain, j'ai été vraiment étonné. Que tout a été abandonné, il y avait des herbes de plus de 3 mètres, comme on dit chez nous, acacias banquelins, et même la piste d'athlétisme même a été déformée. Et tout de suite, dans le cadre de la région à domicile, nous avons tourné dans les 32 communes de la Guadeloupe. En venant ici, le maire nous a demandé un accompagnement. Après un budget de plus de 4,5 millions sur 5 millions, nous avons encore mis une rallonge de 2,2 millions pour pouvoir finir ce stade et permettre aujourd'hui à ce que l'équipe de Trois-Rivières, la JTR, affronte la JVF Vieux-Fort et que la population puisse être dans un stade, dans une tribune couverte. On a dû faire des travaux sur la tribune, dans les vestiaires, sur le terrain, reprendre le gazon, mais enfin, on a dû tout reprendre pour pouvoir accompagner les Trois-Riviériens. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui, pour la Ligue de football, de savoir qu'aujourd'hui, ils ont un outil pouvant répondre à l'attente de la Ligue guadeloupéenne de football. Mais la population de Trois-Rivières doit savoir que nous sommes une équipe municipale. Les choses ne sont pas si faciles, mais nous continuons à travailler et nous allons le faire en totale transparence, en totale responsabilité. Nous sommes là pour servir et nous allons servir notre population jusqu'au bout. Et on part maintenant pour l'inauguration de la grotte de la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Vieux-Habitants. Ce projet-là, c'est le projet de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a accompagné pour porter ce projet-là. Mais en gros, je n'ai pas à me réunir pour dire voilà. Mais tous ils étaient fidèles, ils étaient heureux et heureuses et ils sont contents. Et bien moi aussi, je suis content avec eux. Je suis heureux avec eux de ce projet réalisé à Vieux-Habitants. Je sais qu'ils ont passé la journée, ils ont passé des après-midi, voire des débuts de soirée pour rendre ce lieu magnifique. Et juste à côté, nous avons fait l'acquisition d'une ancienne maison de la forêt. Et donc peut-être que certainement on aura affaire ici d'un lieu de visite, de pèlerinage, de tourisme religieux. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les paroissiens, les fidèles sont contents ce soir. Et puis on a la présence de l'évêque Macaire, donc c'est Vieux-Habitants comblés, en tout cas le maire que je suis, est comblé de cette belle cérémonie, belle homélie et de cette belle présence de la religion catholique sur Vieux-Habitants. En tout cas, je sais que le maire, c'est le maire de tous les Abyssois, mais étant enfant même de catholique et croyant et allant aussi à l'église, donc vous voyez bien comment je suis comblé et content ce soir. Oui, vraiment une très belle organisation, puis beaucoup de monde, effectivement, il y a un besoin. Vous savez, il y a un regain de spiritualité, hein. Les gens ont besoin de prier, de retrouver l'intériorité. On leur a demandé d'être à la surface d'eux-mêmes par des distractions. Et puis soudain, les distractions ont été coupées en dehors de la télé, l'écran, etc. Donc il y a toujours d'ailleurs beaucoup d'hommes et de femmes très, très frustrés lorsqu'on est tourné uniquement vers l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. À un moment donné, il faut revenir à l'intérieur, revenir aux soins de son âme. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et maintenant, je reçois Vanessa Vanoukian, qui est chargée de mission service taxe séjour à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Elle est en compagnie de Bernard Pancrel, qui est maire de la ville de Saint-François. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Harold.
Alors avant d'en venir justement au webinaire, puisque régulièrement la CARL organise des webinaires, j'aimerais m'entretenir avec M. Prancrel justement sur ce fameux mouillage qui pose problème au gosier. Le maire de la ville a annoncé effectivement ce matin qu'il devrait y avoir une mutualisation de ce mouillage au niveau de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Vous confirmez ? Non, c'est-à-dire que chaque commune de la CARL sera amenée à gérer les questions du mouillage au large, en particulier les communes de la CARL, puisque vous devez savoir que nous sommes une commune très impactée, surtout pendant la saison touristique, on va dire la saison froide en Europe, mais chaude chez nous, bien entendu, puisque c'est le cas toute l'année, des bateaux qui viennent un petit peu mouiller au large de nos côtes, surtout sur la Riviera du Levant, Sainte-Anne, Saint-François, et le gosier. Et par conséquent, il y a un vrai sujet aujourd'hui, puisque ces mouillages un petit peu qui peuvent se faire de façon sauvage, je pense en particulier à ce qui se passe au gosier, qui se passe à Sainte-Anne, qui peut se passer à Saint-François, peut causer quelques nuisances, quelques graves dangers que pour les plaisants. Aussi bien pour les plaisanciers eux-mêmes, du reste, puisque en général ce sont des plaisanciers, mais également pour tous les loisirs, puisque nous sommes vraiment dans une activité de croissance bleue. Et il est important que nous puissions nous dire aujourd'hui que nous avons la responsabilité avec les services, puisque ce sont des zones qui sont en général sous la coupe de l'État, avec les services de l'État, les interpeller. C'est pour cela que demain, nous aurons cette grande réunion entre la CARL, la Riviera du Levant, les communes, les maires de communes de la CARL, des communes de la CARL, plus le préfet, qui vient nous, en quelque sorte, colloquer avec nous, avec la direction de la mer, toutes les personnes concernées, toutes les directions concernées, pour nous permettre de véritablement proposer, faire des propositions sérieuses. Étant entendu que la ville de Saint-François, certainement la ville du Gosier aussi et la ville du Sainte-Anne ont déjà commencé à initier un certain nombre poser un certain nombre de bases. Et maintenant, il s'agit un petit peu d'accorder nos violons, puisque vaut mieux faire ce travail de façon mutualisée sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, pour que nous puissions avoir quelque chose de nous, parce qu'il n'est pas la peine qu'on gère le problème à Saint-François et que les gens se déplacent sur Sainte-Anne, ou qu'on gère le problème à Sainte-Anne et que les gens se déplacent sur Saint-François, puisque ce ne serait pas réglementé. Donc, il vaut mieux réglementer cela de façon organisée, au moins sur cette partie de la côte de la Guadeloupe. Est-ce que vous avez déjà des pistes, sachant que vous, à Saint-François, vous avez déjà une marina, Pointe-à-Pitre a une marina, donc finalement, il n'y a que Sainte-Anne et Gosier qui ne sont pas équipés. Qu'est-ce qu'on pourrait entrevoir comme solution? Un agrandissement des marinas, une nouvelle marina, un mouillage spécial, une zone qui serait non, mais il faut incontestablement, pour parler de l'existence tirer des plans dans la comète, il faut déjà réglementer le mouillage qui se fait au large de la marina, au large de l'Anche-Champagne, chez nous à Saint-François, au large de la Dacha, au Gosier, au large de toute la baie de Sainte-Anne. Je pense qu'il est important qu'on puisse déjà réglementer cela pour qu'il y ait un minimum de balises, un minimum de sécurité, parce que c'est une question de sécurité avant tout. La sécurité en mer est très importante. Et vous savez que la mer, il y a, comme on dit chez nous, on l'est en mer, pas ni pied bois. C'est-à-dire que si jamais des riverains ou des véliplanchistes peuvent se faire, peuvent se faire heurter par des bateaux, par des embarcations, etc. Donc cela demande quand même un minimum, puisque nous avons de superbes lagons sur de superbes plans d'eau. Il ne faut pas que ces plans d'eau doivent être utilement et réglementairement partagés entre tous les usagers. Et on a besoin de se le dire, on a besoin de l'écrire, on a besoin de le réglementer. Et surtout, c'est un revenu pour les collectivités. Parce que ces mouillages doivent être payés parce que personne bénéficie d'un service, etc.,
à terre, qui est sur les marinas, par exemple le Gosier et Saint-François, et certainement également pour Sainte-Anne. Donc cela veut dire que nous avons besoin aujourd'hui de réglementer ce mouillage au large qui se fait un petit peu de façon empirique pour l'instant, mais voilà pourquoi nous sommes dedans. Et nos services, ce sont nos services en interne, par exemple à Saint-François, mais aussi certainement au Gosier, ont déjà travaillé sérieusement et on va en quelque sorte rendre nos travaux avec la rencontre qu'on aura avec les services de l'État, parce que ne l'oublions jamais, il s'agit quand même d'une zone qui est sous juridiction de l'État, même si elle peut bénéficier aux communes et à la communauté. On est d'accord, mais les administrés, eux, viennent vous voir vous, dans tous les cas, donc voilà, absolument. Autant régler ça une bonne fois pour toutes. Voilà, absolument. Merci Monsieur Pancrel. Alors on en revient justement au webinaire de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors déjà pour dire que nous avons commencé l'accompagnement des hébergeurs en créant la cellule taxe de séjour. Nous avons ensuite mis en place les permanences de l'hébergeur où nous nous sommes rendus dans les bureaux d'information touristique de chaque ville membre du territoire de la Riviera du Levant. Et ensuite, nous avons voulu poursuivre ce suivi avec nos hébergeurs en mettant en place des webinaires. Donc, le premier webinaire sera en duo avec l'Office de tourisme intercommunal. Donc, nous allons parler du classement pour l'Office de tourisme, nous allons parler des opérateurs numériques, nous allons parler des démarches administratives pour les hébergeurs touristiques. Et ensuite, tous ces webinaires, en fait, on aura une succession de webinaires toute l'année pour permettre aux hébergeurs de se professionnaliser. Donc, se professionnaliser, qu'est-ce que vous entendez par là ? Se professionnaliser tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que nos hébergeurs, aussitôt qu'ils ont, j'ai envie de dire, créé la structure, ils pensent que l'activité, elle s'arrête à là, on met une annonce sur Airbnb ou Booking, et puis c'est fini. Et en fait, on rappelle à nos hébergeurs, pas du tout, il y a possibilité d'aller plus loin, il y a possibilité, alors pas simplement au niveau de la taxe de séjour et bien sûr de faire ses formalités, mais il y a possibilité d'avoir une meilleure visibilité. Il faut pouvoir aussi maîtriser les tarifs qui sont donnés sur tous ces opérateurs numériques. Il y a aussi le rappeler que la taxe de séjour est aussi collectée en majorité par les opérateurs numériques, donc à ce moment-là qu'il y a une autre procédure à faire. Et ce sont toutes ces choses qu'on va en tout cas développer avec eux. Et en fait, on va essayer aussi d'affiner en fonction des éléments qui vont nous être retournés pour qu'en fin d'année, qu'on puisse dire que nous avons des hébergeurs qui sont totalement prêts pour la prochaine saison touristique. Oui, alors il faut bien comprendre que la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant ne vit pas en autarcie, ne vit pas en quelque sorte dans un vase clos. Fonctionne dans une région Guadeloupe, dans une région, la région de la Guadeloupe, le pays Guadeloupe, et qui est un pays essentiellement touristique. Et parmi les zones touristiques de la Guadeloupe, il y a la Riviera du Levant. Alors, on a un certain nombre d'aides, par exemple, je vous donne un exemple très concret pour comprendre l'intérêt de ces webinaires. On a un certain nombre d'aides qui sont octroyées par la région Guadeloupe. Souvent, les petits hébergeurs ne les connaissent pas. Il nous appartient, nous, de mettre en place des webinaires pour leur permettre d'aller chercher ces aides, puisque ces aides-là sont à leur disposition et ils ne le savent pas. Donc, on fait en quelque sorte la proximité, le service après-vente d'une collectivité majeure, qui est la région Guadeloupe, pour permettre à ces hébergeurs d'en profiter, puisque ces hébergeurs ont besoin d'en profiter au niveau de la digitalisation. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est sous son portable, tout passe par là aujourd'hui. Cette petite boîte qui nous poursuit de ses assiduités toute la journée. Cela veut dire tout simplement qu'on a besoin de pouvoir aider l'hébergeur à utiliser ces outils-là, parce que ça se joue à 30 secondes près. Avoir un client ou avoir un gros client, avoir un groupe de clients. Et il y a aussi des possibilités, bien entendu, de communication. Mais la communication, bon Dieu, aujourd'hui, la communication passe quasiment avant l'action. On a besoin aujourd'hui que ces hébergeurs puissent bien communiquer. Et c'est l'objet même de cette taxe de séjour. Parce que le touriste qui arrive aujourd'hui fait vivre l'hébergeur, le marin-pêcheur, le client, le restaurateur, le boucher. Je veux dire, tout est touristique. Je veux dire, tous les opérateurs économiques de la Guadeloupe, petits ou grands, sont des acteurs touristiques et ils s'en rendent peu ou
compte de cela, mais ce sont des acteurs touristiques. Je veux dire, la personne qui s'occupe de l'entretien des routes, la personne qui s'occupe de tout cela, puisque le touriste qui arrive, s'il voit des routes défoncées, etc., il va être moins attiré vers cette zone-là. Je veux dire, nous avons besoin de dire que tous les acteurs aujourd'hui, qu'ils soient au public ou privé, sont des acteurs touristiques. Et nous avons besoin de développer cet esprit, en quelque sorte, de chaîne touristique entre les acteurs de la Guadeloupe. On a vu que parfois, certains hébergeurs, certains gros hébergeurs boudaient un petit peu la taxe de séjour. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que tout le monde s'acquitte de sa dette? Non, mais dans la mesure où je vais laisser madame de répondre, mais je veux dire, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de difficulté à cela dans la mesure où, effectivement, déjà, c'est une contribution, je préfère l'appeler comme cela, contribution acquittée par le touriste, donc qui est neutre pour l'opérateur. Il doit le reverser quand même. Oui, mais non, mais c'est pas à lui, je veux dire, il le perçoit sur le touriste pour le reverser, c'est comme la TVA, voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des touristes, des clients, passent par les grands sites que vous connaissez. Booking et consorts. Ces sites-là échappaient à la taxe de séjour. Aujourd'hui, dès l'entrée, ils paient cette taxe de séjour directement. Donc la question est quasiment réglée en termes de charge de travail pour l'hébergeur, puisque l'hébergeur n'a plus ce travail administratif en quelque sorte qui peut être à faire, puisque à l'entrée il y a ce prélèvement à la source, si j'ose dire, qui permet justement à cet hébergeur d'être tout à fait... Et le retour, et cette taxe, il peut aller jusqu'à... Aujourd'hui, on compte à peu près presque 4 millions de potentiel de taxe de séjour qui peut servir... Oui, qui peut servir, 4 millions qui peut servir à quoi? Peut servir à améliorer les structures, aider à la promotion, puisque c'est la compétence de l'OTI, la promotion touristique de la zone pour permettre, en lien avec, encore une fois, j'aime à le dire, puisque ça peut se considérer comme ça, puisqu'il y a un programme dans le cadre de la croissance bleue, dans le cadre du nautisme dont on vient de faire état, qui peut permettre de développer cette activité touristique, cette activité nautique, puisque nous avons des possibilités que nous offrent d'autres collectivités comme cette région Guadeloupe qui est très fer de lance, et comme le CTIG. Donc nous travaillons un petit peu, nous entendons travailler en synergie avec l'ensemble de ces institutions qui travaillent pour le tourisme et qui font un beau travail. 4 millions, quand même, c'est pas négligeable. Alors, c'est un potentiel de 4 millions. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid-19, on a été un petit peu impacté. Mais en tout cas, le travail se fait d'accompagnement. Le travail se fait aussi du suivi de la collecte auprès des hébergeurs. Et ce que je veux dire, c'est que les hébergeurs même sont sensibles, en fait. Et eux-mêmes reviennent vers nous lorsqu'ils voient qu'au niveau de leurs annonces, que la collecte ne se fait pas correctement au niveau des plateformes. Et bien, ils reviennent vers nous pour que nous aussi, on puisse intervenir. Donc, à notre niveau, en tout cas, il y a un travail considérable qui se fait. Et puis, je rappelle que depuis janvier 2020, donc, nos hôtels sont passés au réel. Donc, les conflits qu'il y avait auparavant sont réglés. Donc, en tout cas, la taxe de séjour avance et elle collabore avec l'OTI pour faire avancer le territoire. C'est-à-dire que jusqu'ici, il paye un forfait, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, c'est réellement l'activité qui leur permet de reverser, qui est prise en compte pour être reversée. Et je voudrais terminer quand même sur un exemple de synergie qu'il peut y avoir entre l'OTI, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, la région Guadeloupe. La région Guadeloupe a une politique très offensive sur la préservation de nos capacités touristiques. Vous avez entendu, vous avez été témoin, puisque vous avez couvert cet événement, où nous avons racheté
pierre et vacances. Oui. Pierre et vacances, ça permet en quelque sorte de conserver les nuitées, conserver les lits. C'est autant, quelque part, autant de possibilités derrière qui va entrer dans le cadre, puisque cette structure est sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Mais je veux dire, c'est ce qui est important, c'est savoir ce que ça va donner. Le chiffre qui sera important, c'est le chiffre qu'est-ce que ça va rapporter que ça va rapporter dans l'économie guadeloupéenne. Et j'entends bien vous dire que ce sera un chiffre intéressant, en tout cas qui va préserver les emplois, pas existants, pas de licenciement sec. Qui va permettre en quelque sorte de chacun, il y aura certainement des remaniements, mais pas de licenciement sec. Et ça, c'est important pour qu'on n'ait pas la vente à la découpe qu'on a connue au Manganao, qu'on a connue à l'hôtel L'Ange des Rochers à Saint-François. Et ça a fait très très mal à l'économie de la Riviera du Levant et singulièrement à l'économie saint-franciscaine, puisque nous avons perdu ces structures et nous avons besoin hors de question de perdre un hôtel de plus. Et hors de question qu'on perde un hôtel de plus. Au contraire, on doit permettre de ce qu'on ait les éléments permettre à côté bien entendu des hébergeurs qui est un autre segment du marché touristique qui est très important à développer également parce que le touriste aujourd'hui aime l'authenticité, aller chez l'habitant, aller dans le champ, aller dans l'agro-tourisme pour permettre effectivement d'être tout à fait dans le pays et dans le paysage. Parce qu'on aura un tourisme effectivement, et on va clore parce qu'on est en train de déborder, mais on a un tourisme effectivement très local qui est en train de se développer avec tous ces Guadeloupéens qui deviennent des gîteurs, qui n'étaient pas forcément des professionnels du tourisme, mais qui s'orientent vers cela. Mais aussi, il faut avoir effectivement cette offre de gros, on va dire, ces grandes structures qui peuvent accueillir un certain nombre de touristes. Et une question va se poser, ce sera la question de nos superstructures, on va dire entre guillemets, de nos hôtels de renom, de nos hôtels de très haute qualité, des 5 étoiles justement, qui visiblement, on a une offre abordable, mais on n'a pas suffisamment d'offres haut de gamme. Cette offre haut de gamme est très très importante parce qu'elle aura un effet locomotive sur l'économie, sur le commerce, sur les restaurants, sur les métiers de bouche et sur bien entendu toute la chaîne alimentaire depuis le secteur primaire, l'agriculteur, le marin-pêcheur et autres. Et j'aime bien quand vous en parlez puisque c'est précisément cela que nous voulons faire. Cette offre est en quelque sorte qui est des hébergeurs, on va dire des hébergeurs, petits hébergeurs qui est né de façon spontanée, il faut en quelque sorte l'aider à se structurer. Et c'est cela, et ce sera l'objet même de ces webinaires qu'on aura tous ces prochains temps dans le webinaire du 18 février. Donc voilà ce que nous avions à dire sur le sujet, en tout cas en ce qui me concerne. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous présenter donc ces webinaires qui débutent quand ? Ce vendredi 18 février à 10h sur la plateforme Zoom. Donc tous les hébergeurs peuvent prendre part de la Riviera du Levant. Exactement, ils peuvent s'inscrire sur webinaire.rivieradulevant.org et ensuite un mail leur sera envoyé pour confirmer leur inscription. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler donc de ces webinaires et de la politique qui est donc menée sur la Riviera du Levant en termes de développement touristique. On attend effectivement de voir les caisses se remplir. Il faudra rentabiliser à un moment donné pour pouvoir développer par la suite. Merci encore. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde.